Bonjour, je suis Daniel Delanoë, je suis médecin, psychiatre et anthropologue. Je vais parler avec vous aujourd'hui de l'histoire de la ménopause. On va voir d'où nous partons. Et nous partons de la représentation dominante de la ménopause. Et donc la représentation dominante est bien traduite dans cet énoncé « pour que la femme reste femme ». Vous voyez sur cette publicité, on voit une femme d'âge jeune avec un patch sur la fesse et surtout ce texte, ménopause, pour que la femme reste femme. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une prétérition. Une prétérition, c'est une figure de rhétorique qui désigne par l'opposition quelque chose que l'on n'ose pas dire ou qu'on ne dit pas franchement. Donc le propos implicite, c'est que sans le traitement hormonal, la femme n'est plus une femme. La femme, qu'est-ce que ça peut bien être? Une essence féminine détachée de tout contexte social. Comme dit Françoise Héritier, c'est déjà une discrimination fondamentale que de parler de la femme, c'est-à-dire un corps générique sur lequel se greffent jugement, mythe, fantasme, et non des femmes, c'est-à-dire des individus. Autre publicité, pour un médicament de la ménopause, le texte « Pour que dure l'éternel féminin ». Qu'est-ce que l'éternel féminin? Eh bien, Simone de Beauvoir l'a très bien dit, et le génie des publicitaires, c'est de saisir au vol l'air du temps, mais ils n'avaient pas lu Simone de Beauvoir, qui a écrit en 1949, dans Le Deuxième Sexe, « L'éternel féminin, c'est l'homologue de l'âme noire, du caractère juif, c'est-à-dire un processus de justification identique d'une condition inférieure. » Alors, cette histoire, elle a commencé très longtemps. Et pour parler de la ménopause, c'est l'arrêt des règles et l'arrêt de la fertilité. Et je me suis rendu compte qu'on parle de l'arrêt des règles bien depuis au moins l'Antiquité. Chez Pline l'Ancien, dans son Histoire naturelle, au 1er siècle de notre ère, il y a tout un immense passage sur le sang menstruel qui dit que, notamment à son contact, les céréales deviennent stériles, la rage s'empare des chiens qui goûtent ce liquide, que les miroirs se ternissent, que les épées se rouillent, il y en a toute une page. Donc le sang menstruel, dès cette époque, est quelque chose de très toxique. Toxique, mais on ne parle pas de l'arrêt des règles, il faut attendre le premier texte, au XIIIe siècle, avec Albert le Grand, un dominicain érudit, qui a écrit « Des secrets des femmes ». Et dans ce texte, il nous a écrit cela. « Les vieilles femmes, si elles regardent des enfants dans un berceau, elles leur communiquent du venin par leur regard. C'est parce que la rétention des menstrues engendre beaucoup de méchantes humeurs. Les vieilles femmes, retiennent du sang, et ce sang reste, qu'on a vu qui est tellement toxique avec Pline l'Ancien, reste dans le corps et infecte le corps, et infecte l'œil, et infecte le regard de la femme, et infecte l'air où il y a l'enfant. Donc si une vieille femme regarde un enfant, ça va être le mauvais sort, elle peut le faire mourir. C'est une des théories du mauvais sort. Quelques siècles après, Philippe II d'Espagne écrit un mandat où il dit que les vieilles femmes sont particulièrement suspectes de sorcellerie. Et quand Philippe II d'Espagne dit ça, c'est effectivement avec des conséquences très pratiques. Et donc, à l'âge classique, il y a eu des milliers de femmes, et surtout des vieilles femmes, qui ont été brûlées pour une accusation de sorcellerie. Donc, la vieille femme devient dangereuse et elle devient une sorcière à l'âge classique. Alors, sur cette publicité, vous voyez qu'il y a encore un médicament et un sous-texte qui nous dit « divinement femme ». Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Eh bien, divinement femme, la prétérition, le sens implicite, c'est que sans traitement hormonal, la femme est une sorcière. Alors, au XVIIIe et XIXe siècle, la femme devient moins dangereuse pour son environnement, pour autrui, elle devient dangereuse pour elle-même. C'est-à-dire que ces virus âcres et morbifiques qui sont dans le sang menstruel restent en elle, cette fois toujours, mais lui donnent des maladies. Et Diderot parle des maladies longues et dangereuses qui affligent la femme à cet âge-là. Astruc, le médecin de la cour, un des premiers gynécologues, commence à parler de la cessation des règles qui attire des vapeurs hystériques très fortes et très vives. Et il faut attendre 1821 pour qu'un médecin, Charles Prosper Louis de Gardanne, invente le mot de la ménopause ou de l'âge critique des femmes. Jusque-là, on parlait de la cessation des menstrues, de l'arrêt des règles, de l'âge critique, et il garde l'âge critique dans son titre. L'âge critique, c'est une notion qui dérive des âges, de la division pythagoricienne des âges de la vie, de 7 en 7,
Et 7 fois 7, c'est une année critique, donc 49 ans, qui est spécifique à la femme. 7 fois 9, c'est 63, elle est commune à l'homme et à la femme. Donc l'âge critique des femmes, c'est comme ça qu'on appelait dans le vocabulaire savant la ménopause. Et donc de Gardan détaille de nombreux troubles associés à la ménopause. Et il reprend ce modèle de la rétention. Le sang menstruel s'adresse à tous les organes lorsque son écoulement est supprimé. Il les congestionne, il s'ensuit un état de pléthore, cette fameuse pléthore dont on nous a parlé dans nos études. Et donc la pléthore, c'est des signes d'apoplexie, de pleurésie, de pneumonie, d'hémoptysie, d'odontalgie, les feux et les chaleurs de la figure, les hémorragies nasales. Donc à cet âge critique, nous dit le médecin Baron, eh bien la femme devient morose, inquiète, taciturne. Sans cesse, elle regrette des jouissances qui ne sont plus de son âge. Alors, selon sa classe sociale, elle a le choix entre l'ivrognerie et la dévotion. Une représentation mineure, c'est celle des amours excessives, d'une femme hypersexuelle. Au lieu de renoncer à ses plaisirs qui ne sont plus de son âge, aucune crainte ne vient endiguer ses débordements. Elle se livre à des coïts effrénés qui épuisent leur partenaire. Poquillon, en 1846, parle aussi de ce qui se passe au point de vue nerveux, des rêves fatigants, de la tristesse, de la mélancolie ou un état d'exaltation. Kraepelin, dans la foulée, quand il décrit les 5 grandes catégories de dépression, décrit la mélancolie d'involution qui est spécifique aux femmes ménopausées. Mais quelques années plus tard, il change d'avis en disant que les femmes qui ont cette mélancolie étaient déjà mélancoliques avant la ménopause. Et donc c'est un des premiers déjà à critiquer le tableau pathologique associé à la ménopause. Les hormones féminines, on les a cherchées à partir des années 1820. On avait trouvé les hormones thyroïdiennes, on avait trouvé les hormones, l'insuline, et on a cherché les hormones féminines. On les a trouvées, c'était des œstrogènes, c'était le laboratoire Organon, un laboratoire hollandais, et on l'a essayé dans toutes sortes de pathologies, le rhumatisme, l'épilepsie, la schizophrénie, l'eczéma. Et finalement, on a retenu assez peu de choses, surtout qu'on avait trouvé que les œstrogènes pouvaient donner un cancer de l'utérus chez l'animal. Donc leur utilisation est restée très limitée. Néanmoins, dans les années 60, il y avait un immense marché potentiel pour l'industrie pharmaceutique, et 3 grands laboratoires pharmaceutiques se sont réunis pour nommer une fondation avec à sa tête Robert Wilson, un gynécologue, à Brooklyn, pour faire la promotion du traitement hormonal œstrogénique pour la ménopause. Donc il a écrit un article de la puberté jusqu'à la tombe, et ensuite un livre qui s'appelle Feminine Forever, où il fait un portrait absolument dramatique des femmes ménopausées pour justifier le traitement hormonal. Par exemple, il parle de la douleur jamais racontée de l'alcoolisme, de la toxicomanie, du divorce et des foyers instables, des foyers brisés par ces femmes privées d'œstrogènes. Mais donc, grâce à la youth pill, comme on l'appelle à l'époque, ces femmes pourront remplir leurs devoirs conjugaux, être agréables et disponibles pour leur mari. Alors ça a très bien marché. Des millions de femmes aux États-Unis ont pris des œstrogènes, seules, des fois avec la pilule, des fois avant la ménopause, pour rester jeunes. Et dans le discours dominant de l'époque, un psychiatre qui a fait un best-seller, Tout ce que vous vouliez savoir sur le sexe, en 69, eh bien, il dit tout simplement, ayant épuisé leurs ovaires, elles ont épuisé leur utilité en tant qu'être humain. Et dans cet énoncé très laconique, David Rebane résume vraiment la fonction attribuée aux femmes. C'est-à-dire que les femmes, elles ont une fonction, c'est la reproduction, en dehors de laquelle elles n'ont aucun rôle social. Donc c'est une espèce de vérité du statut des femmes dans notre société. En France, il y a eu aussi quelques auteurs qui en ont parlé, beaucoup moins, mais après, on peut citer le docteur Zwang qui avait écrit Le sexe de la femme, dont il avait été bien reçu, ce livre, au départ. Et incidemment, il parle des femmes âgées. Et il dit que la femme n'est véritablement femelle, pénétrable, désirante et désirable que de la puberté à la 6e décennie de sa vie. Bien entendu, quand nous disons les femmes, nous voulons dire des femmes. Nous ne voulons pas dire une dame âgée. Donc voilà ce que c'est, si vous voulez, à quoi renvoie la publicité de tout à l'heure, pour qu'une femme reste une femme, c'est-à-dire la représentation sous-jacente, c'est bien qu'une femme n'est plus une femme à la ménopause, elle n'a plus aucune utilité sociale. Schopenhauer, un philosophe, s'est prononcé aussi, et il dit « En général, nous recherchons
l'âge compris entre l'apparition et la fin de la menstruation. Une femme vieille, c'est-à-dire qui a passé l'âge de menstruation, ne nous inspire que de la répugnance. Et puis un médecin français a voulu faire son Robert Wilson en France. C'était Anne Desnartoulet, en 1975, qui a écrit La ménopause effacée, qui est un livre très intéressant, qui montre beaucoup, qui est un témoignage très intéressant sur ce qui se disait à l'époque sur les femmes ménopausées, dans un corps médical très misogyne. Et elle raconte qu'une femme qui demandait un traitement hormonal à la ménopause à l'époque se faisait très mal recevoir, voire lui demander si elle était prostituée. Effectivement, les gynécologues étaient très misogynes à l'époque. Donc il y avait une hostilité envers le traitement hormonal et elle l'a défendu. Néanmoins, elle a aussi fait un tableau apocalyptique de la ménopause, une espèce de délire médical, c'est assez passionnant. Et la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, c'est le surtitre du chapitre principal qui court sur tous les hauts de page. Il y a 20 pages sur le visage, une page sur l'œil. Et sur l'œil, il y a par exemple un œdème envahit souvent cette graisse, particulièrement avide d'eau. Les paupières bouffient, s'alourdissent sur l'œil, voilant le regard, faisant le masque de la ménopause. Voilà. À partir des années 80, des médecins, des gynécologues, avec des laboratoires pharmaceutiques, font la promotion à leur tour du traitement hormonal de la ménopause. Entre-temps, on s'était rendu compte qu'il fallait l'associer avec des progestatifs. Il y avait une épidémie de cancer de l'utérus dans les années 1975 aux États-Unis, donc on avait tout arrêté et on avait associé les œstrogènes avec des progestatifs, ce qui supprimait le cancer de l'utérus. Donc on a pu repartir de plus belle, et dans les années 80 et surtout 90, il y a eu quelques médecins leaders d'opinion qui ont écrit des livres, comme voilà, Henri Rosenbaum, La cinquantaine épanouie, les traitements actuels permettent à la femme ménopausée de rester belle, désirable et active. C'est encore une prétérition, c'est-à-dire que sans le traitement, la femme ménopausée n'est ni belle, ni désirable, ni active. Alors tous ces livres, il y en a eu des tonnes, des livres comme ça, en français, en langue anglaise, ont suscité quand même une réaction des féministes. Les féministes américaines, il y a eu une forte médicalisation, donc elles ont beaucoup réagi. Et il y a eu des travaux très intéressants, tout un livre, Ourselves Growing Older, qui revendiquait comme ça les femmes pouvant vivre sans traitement oestrogène et sans être assimilées justement à cette catastrophe que représentait la femme ménopausée dans le discours médical destiné au grand public. En France, beaucoup moins, parce qu'il n'y a pas eu cette médicalisation si intense. Et il y a eu très peu de travaux chez les féministes, et j'ai trouvé finalement Remue Ménage, quasiment un des rares travaux, et qui en a vraiment pensé les choses très très bien. De cette nuée de symptômes, nous retenons surtout qu'il n'y a pas de fatalité organique, plutôt les ravages d'un statut social des femmes encore et toujours liés à la représentation. Elles ont vraiment bien vu les enjeux. Il faut citer aussi Germaine Greer, qui est une féministe célèbre, qui a eu son heure de gloire dans les années 60-70, qui avait écrit La femme eunuque, et qui là arrive à la cinquantaine, écrit un livre aussi, The Change, c'est le mot populaire pour la ménopause en anglais, le retour d'âge en français on dirait, qui aussi critique très sévèrement le discours médical, les médecins et la représentation populaire de la ménopause. En conclusion, on voit qu'au fil de l'histoire, le phénomène biologique de l'arrêt des règles et de la fertilité fait l'objet d'une construction culturelle et sociale produite par les rapports sociaux entre les hommes et les femmes. Et ces rapports sociaux, c'est la domination masculine.